Alors, je m'appelle Evelyne Vincent et je suis archiviste à la Société d'histoire régionale de Chibougamau. La Société d'histoire régionale de Chibougamau, en fait, on est surtout reconnu pour être un centre d'archives. On a été fondé en 1979 et à l'époque, c'était plus un rassemblement de bénévoles et de passionnés qui avaient à cœur l'histoire et le patrimoine de la région, mais au fil du temps, ça s'est professionnalisé pour, en 1996, devenir un service d'archives privées agréé par BANQ, qui est en fait Bibliothèque et Archives nationales au niveau québécois. Et c'est ça. Donc, depuis ce temps-là, on est vraiment un centre d'archives agréé. Donc, on a le mandat d'acquérir, traiter, conserver plusieurs archives, mais aussi, évidemment, de les diffuser, de les mettre en valeur dans des projets pour que ce soit accessible au public. Donc, en tant que société d'histoire régionale, on couvre vraiment toute la région du nord du Québec. Les archives, dans le fond, nous proviennent de dons. Nous, tout ce qu'on a ici, ça nous a vraiment été donné, que ce soit par des particuliers, donc par monsieur, madame, tout le monde, ou encore par des organismes, par des entreprises. On fonctionne vraiment par don. Donc, à la minute où on a un don, on va ouvrir un fonds à ce nom-là. Et puis là, on va avoir vraiment le mandat de trier à l'intérieur, donc faire le traitement. On va aussi essayer de créer des outils de recherche pour que ce soit le plus facile possible de rechercher à l'intérieur d'un fonds. Et puis, on va consigner ça dans des boîtes aux normes et on va mettre ça dans notre pièce de conservation. La température va être contrôlée, l'humidité. On va essayer de garder aussi la lumière fermée le plus possible parce que ça peut attaquer les archives. Je pense qu'il ne faut pas voir les archives comme un milieu aussi fermé ou aussi énigmatique qu'on peut le penser. Moi, je comparais ça un peu aux bibliothèques, à l'exception que on peut pas emprunter les archives puis retourner avec à la maison comme à la bibliothèque. Mais souvent, ça fonctionne sur rendez-vous parce que c'est plus facile si vous dites un peu d'avance ce à quoi vous vous intéressez pour que l'archiviste fasse un peu de recherche avant votre arrivée pour pouvoir vous sortir des choses qui vous intéressent parce que contrairement, mettons, à la bibliothèque où dans un livre, toute l'information est mâchée puis vous est rendue, ici, en archive, il faut un peu plus chercher. Donc, c'est sûr que quand on ouvre une boîte, on sait pas tout à fait ce qu'il y a à l'intérieur. Puis souvent, l'information, puis vraiment ce qu'on peut trouver, c'est sur le document d'archive. Donc, il faut prendre le temps de venir, de consulter ces documents-là. Ça peut être long, puis ça peut être un peu un casse-tête de prendre un peu d'informations sur différents documents. Pour nous, c'est vraiment aussi un avantage. Ça nous fait de la recherche, puis on peut découvrir des choses qu'on n'avait même pas vues quand on a fait le premier tri. Il y a une partie de nos archives qui sont numérisées et qu'on va rendre accessibles sur notre site web. Malheureusement, c'est pas le cas pour toutes les archives parce que ce serait un travail sans fin et vraiment de longue haleine et on n'a pas la ressource malheureusement pour numériser de A à Z. Donc ça va être vraiment au fil des projets. C'est sûr que ça fait plusieurs années que, disons, la numérisation, ça devient une norme aussi. On essaie de le faire le plus possible. Mais il faut aussi prendre en compte que il y a des archives qu'on peut pas diffuser parce que c'est soumis souvent à des lois, que ce soit des lois de droit d'auteur, des lois par rapport à la confidentialité. Je peux vous donner un exemple. On a acquis récemment un fonds d'une ancienne mine ici qu'il y avait à Chibougamau et là-dedans, il y avait vraiment beaucoup des dossiers d'employés. Donc, ces dossiers-là, ils renferment des informations privées sur les employés qui sont peut-être encore en vie. Là, on s'entend que c'était des dossiers qui dataient des années 50-60. La loi, dans ce cas-là, c'est qu'il ne faut pas diffuser avant un certain nombre d'années. Dans les dernières années, on a commencé justement à faire des projets numériques parce qu'on trouve que c'est une manière intéressante de diffuser plus largement. Justement, en étant à Chibougamau, on sait qu'on peut peut-être rejoindre un plus large public avec du numérique. Donc, on a fait, par exemple, récemment, cet automne, une série de capsules pour apprendre aux gens à comment conserver leurs archives à la maison. Bienvenue dans cette nouvelle série de capsules où la Société d'histoire régionale de Chibougamau vous montre comment conserver vos archives personnelles à la maison.
Après, ce qui va grandement affecter la conservation d'une photo, c'est de savoir dans quoi on la conserve. Donc, est-ce que je vais préférer la conserver dans un album, dans une enveloppe en papier, dans des enveloppes en plastique? Ce qu'il faut éviter à tout prix, ce sont les adhésifs. Donc, je vous montre ici aujourd'hui ces fameux albums qu'on a connus dans les années 70 surtout. Eh bien, on veut pas ça parce que l'adhésif va coller à la photo et à long terme, ça peut vraiment vieillir différemment. Ça a été super bien reçu, on a vraiment eu des bons commentaires, puis on a eu beaucoup de vues sur nos vidéos, donc on était super contents. Puis c'est ça, cette série-là, ben, c'était pour montrer un peu nous qu'est-ce qu'on faisait ici à l'intérieur pour conserver nos archives à nous dans un centre d'archives, mais aussi donner des trucs pour quoi faire à la maison avec les archives personnelles, donc justement que ce soit des photos de famille, des documents papier, on avait aussi sur les films négatifs, donc tout ça, c'est des choses que les gens aiment apprendre. Sinon, c'est sûr qu'on essaie de diffuser une fois de temps en temps des archives sur, encore une fois, justement sur notre site web que je parlais, mais aussi sur notre page Facebook, de mettre en valeur une fois de temps en temps des nouvelles pièces. Sinon, on a aussi notre première capsule balado sur des figures marquantes de l'histoire de la baie James qui est sortie l'année dernière. Et ça, il va y avoir aussi une saison 2 et 3 qui vont sortir en 2021. Parmi les projets à venir à la Société d'Histoire, comme je le disais, il y a la série 2 et la série 3 de nos petites capsules balado qui vont sortir en 2021. On a aussi un gros projet d'inventaire du patrimoine bâti qui arrive tranquillement à sa fin. Donc ça a été une recherche assez importante où on est allé dans plusieurs villes et localités de la région pour en apprendre plus sur leur patrimoine bâti. Et dans le fond, toute cette recherche-là va se retrouver sur le site du gouvernement du Québec, qui est le répertoire du patrimoine culturel du Québec. Et puis, à partir de cette grande recherche-là, on a voulu nous faire un outil un peu plus ludique pour le public. Donc, on va créer un petit carnet du patrimoine bâti qui va pouvoir vous accompagner sur la route, en fait. Si vous faites justement un road trip dans le nord du Québec, ben avec ce petit guide-là, vous pouvez aller voir des bâtiments dans la région. C'est une offre de plus, disons, pour en apprendre plus sur la région, mais à travers certains bâtiments qui ont émergé dans l'histoire et pourquoi ces bâtiments-là sont importants. Donc c'est ça. Et puis sinon, un dernier gros projet qu'on espère réaliser, c'est en fait avoir une nouvelle base de données ici pour mieux répertorier nos fonds, mais aussi pour essayer de rendre cette information-là plus facilement accessible au public par de la recherche. Donc c'est un gros projet à venir et ça s'en vient, ça aussi, dans les prochaines années. Donc, si vous êtes de passage à Chibougamau, ben, je vous recommande de venir nous voir si on est ouvert. C'est sûr qu'en temps de pandémie, on ne l'est pas malheureusement. Mais sinon, vous pouvez aussi faire le chemin d'interprétation, le chemin des mines. Donc, ça, c'est une petite exposition extérieure. Le pamphlet est sur notre site web et on en a aussi ici à l'intérieur où justement vous pouvez en apprendre plus sur l'histoire minière de Chibougamau en faisant ce petit parcours-là à l'extérieur. Mêlé à broil pour avoir une meilleure cuisson finale. Albert Camus, 2004. Haha, je niaise. Peut-être que vous avez déjà entendu cette citation, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Qui serait de Winston Churchill? Peut-être de Hermann Göring? En fait, la citation est difficilement retraçable dans l'histoire. D'ailleurs, on l'aurait même perçue dans quelques textes du 19e siècle. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est facile de prendre une information simple, comme une citation, et la modifier et ou l'attribuer à une autre personne. Alors, tu sais, ça remplit nos réseaux sociaux présentement, ce genre de citations qui décrivent la vie, un état d'âme, comment on devrait se sentir, pis t'es comme... OK. Pis tu sais, on se pose toujours la question, y a-tu vraiment dit ça? En tout cas, moi je me pose cette question-là. J'ai un problème. La numérique, c'est très pratique. Le net, c'est très pratique. Mais c'est dans des situations comme ça qu'on peut voir un certain danger derrière l'utilisation historique des informations qu'on nous a données. C'est là qu'on peut voir que cette information-là peut être modelée ou modifiée à la guise de la personne qui l'a dit. Comme la dite citation de Winston Churchill. En fait, l'interprétation viendrait plutôt d'une blague de Winston Churchill. C'est comme la phrase, mais c'est très sous-entendu.
Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une phrase comme ça devienne une phrase comme ça? Ça part de quelqu'un à quelque part qui a dit que c'était ça qui était arrivé. Comme toute chose dans la vie. Puis là, c'est là qu'habituellement, tu vas faire tes recherches. Mais malheureusement, en 1941, faire ces recherches, plus difficile un petit peu. Parce que nous, humains du 21e siècle, nous avons la chance d'avoir accès à des informations pour contester ou du moins argumenter, en utilisant des sources fiables avec un minimum de rigueur scientifique, les éléments qui circulent sur le web. On le fait du temps que ça? Dans le passé, un petit bout, une couple d'années, quand ton existence à toi qui écoute ça n'existait pas, là, vraiment loin, Internet était inexistant. Mais comment faisait-il pour avoir accès aux informations qu'aujourd'hui on a ici, là, direct dans la main, là, tu t'en vas, tu peux fermer, tu peux y aller, tu peux aller voir. Tu catches-tu? Imaginez, ils pouvaient pas voir des petites vidéos de chats drôles. Hein? Les gens maintenant disent beaucoup « Avant, c'était tellement mieux! » Moi, en tout cas, c'est impossible que je t'offre dans le passé, pas l'Internet. Si j'ai pas ma petite dose quotidienne de petits chats qui failent dans la neige, je ne suis rien. Comment faisait-il pour vivre normalement? En fait, c'était pratiquement impossible! Non, c'est pas réel, il y avait d'autres affaires, là. Un peu moins pratique, par contre, ce qu'on appelle l'encyclopédie. À une certaine époque, l'apprentissage des connaissances se faisait à l'école et dans les livres. Et pour toucher à tout ce monde-là, les gens utilisaient l'encyclopédie. Dans ça, il y avait la vérité absolue sur l'art, la culture, la politique, la philosophie, les affaires random. Le gros avantage du web, présentement, c'est que tu peux avoir plus d'informations que dans un livre. Présentement, en 2021, on compte environ 55 millions d'articles sur Wikipédia. Ça, c'est 29 milliards de mots. Et la plus grande encyclopédie dans le passé qui s'appelait les Youngler Encyclopedia. Youngler Encyclopedia. Ça, Encyclopédia, qui a été construit en 1407, contient 11 095 livres, 370 millions de caractères chinois. Et comme l'écriture a été un avantage et par la suite l'imprimerie pour la population générale, avoir accès à une encyclopédie a été révolutionnaire pour la plupart de la populace. Ça, c'est nous autres. Et en réalisant ces anciennes encyclopédies, on se rend compte que il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et avec chance. En 1911, une très grande et fameuse encyclopédie vit le jour, Encyclopedia Britannica, qui est l'encyclopédie la plus connue à travers les fans de littérature, d'histoire et tout le tralala. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, ça nous donnait accès à une certaine vision, une certaine perception de l'idéologie des gens à cette époque. D'ailleurs, la grande chose qu'on critique avec l'encyclopédie de 1911, c'est justement ses propos un peu trop parfois patriotiques, raciste. L'encyclopédie n'était qu'un reflet finalement de ce que pensaient ceux qui avaient créé l'encyclopédie. Le problème étant que derrière certaines encyclopédies, il y avait des propagandes idéologiques. Mes amis, c'est l'histoire qui décidera de ce qui va arriver par la suite. Faites donc attention à ce que vous écrivez sur le web. Vous allez peut-être finir dans une vidéo comme ça dans 100 ans. Mieux fait, non? La vie, c'est beau! Quand tout est placé dans son endroit précis. Mohamed Ali. Ben, mon nom c'est Maurice J. Kistabich. Je suis un Anishinaabe de la communauté de Picogan. J'ai fait toutes sortes de choses dans ma vie, mais dernièrement, j'ai fait une maîtrise, là, puis la maîtrise a été déposée justement en décembre. Là. L'idée de la plateforme, c'était mon idée à moi, là, que j'ai soumis à Minnowahin. C'est le porteur de la culture, si vous voulez, de la nation. Et puis j'ai soumis cette idée-là à eux, puis qu'eux ont commencé à le pousser plus en détail. Où est-ce que je suis parti avec ça? C'est parce que j'ai fait plusieurs années de recherche pour la nation. Puis à chaque fois que j'allais quelque part, je me suis rendu compte que les banques de données, ça n'existait pas vraiment dans la nation.
Donc, l'idée d'avoir une plateforme numérique. Mais c'est pas juste ça, c'est parce que on n'arrêtait pas de perdre des documents historiques, puis tout ça. Puis, on voulait avoir une plateforme où on pourrait justement garder une numérisation des documents, soit historiques ou peu importe. Avec les discussions qu'on a eues, on a rajouté aussi les muséologies. Mettons tout ce qui regarde soit les travaux de nos artisans, nos artistes, ou encore tout ce qui est culturellement approprié ou qui nous appartient, puis comme nos symboles, par exemple. Une photo numérique des symboles qu'on avait à l'époque, puis qu'on essaie de rapatrier. Puis avoir justement une place où on peut loger tout ça. Puis là, le projet, je l'ai nommé Nebaganatik. Nebaganatik, ça veut dire tout simplement la structure d'une tente ou d'un tépi. C'est les bâtons là, c'est ce qui est une plateforme, c'est une structure. Il est en train de discuter avec les musées aussi pour justement rapatrier des choses, peut-être pas physiques pour l'instant, mais ça c'est parce que là on a un projet à moyen, court et long terme. Donc à long terme, on ne se cachera pas, on voudrait se réapproprier de nos... Oui, c'est ça. Mais en plus, ça a déjà été fait dans certains musées pour certains peuples. Oui, pour certains peuples. Donc il n'y a absolument rien pour la nation Anishinaabe. Puis de là, mon idée de pouvoir avoir cette structure-là. Il existe en ce moment un de ces bâtiments-là qui se trouve à Kitiganzibi, Maniwaki aujourd'hui. Ils ont rapatrié pour leur communauté, du moins, les objets physiques et photographiques. Mais là, on parle ici de la nation. C'est un petit peu plus long, c'est un peu plus compliqué, parce que là, en même temps, il faut travailler avec les communautés dans ce projet-ci. Mais là, on est encore au tout début. Puis là, on est déjà en contact avec les musées pour rapatrier, peut-être pas complètement, mais au moins avoir la possibilité de pouvoir, nous, les gérer à nos propres besoins et à notre monde. Mais l'idée aussi, c'était d'avoir une genre de base de données pour les chercheurs, soit à l'université, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants autochtones qui cherchent beaucoup tout le temps de l'information par rapport à leur communauté, par rapport à leur histoire, par rapport à la culture, puis on voulait leur donner une chance d'avoir une base ou une structure où est-ce qu'ils pourraient s'orienter pour aller chercher l'information qu'ils ont besoin pour leurs travaux universitaires et tout ça. Fait que, c'est un peu l'idée est venue à ça. À un moment donné aussi, j'ai vu une communauté, sans le nommer, qui achetait des boîtes, des boîtes qui contenaient vraiment des documents très précieux en termes d'histoire et tout ça. C'est de là aussi que l'idée est venue pour moi d'essayer d'avoir une plateforme. Pour réunir tout ça. Toute l'information. Oui, parce que l'histoire, ça fait partie de notre culture, puis de qui on est, nos valeurs, nos coutumes, nos usages. C'est tout ça, la culture. Là. Pour les jeunes générations aussi. C'est ça. Pour les jeunes générations aussi. On voulait, entre autres, donner un autre véhicule pour les artisans, les artistes, qui eux aussi sont à la recherche des fois de choses pour pouvoir alimenter leur créativité, si vous voulez, là, dans leur création. Puis les membres des communautés, est-ce qu'elles ont été intégrées? Est-ce qu'elles ont été consultées pour cette plateforme-là? Nous sommes encore au début. Oui. On commence par trouver l'information. Trouver l'information, mettre ça ensemble. Disons que ça va aider si, mettons, on ferait comme une étude de faisabilité, par exemple. On ramasse l'information avant, puis tout ça. Une fois qu'on aura tous tout trouvé et aussi qu'il y a des organismes qui nous auront dit « OK, nous acceptons de participer avec vous », comme les musées, par exemple, puis qu'on ait une bonne idée, justement, de comment ça va tout se mettre ensemble. Là, on va pouvoir aller voir les communautés, parce que les communautés aussi vont devoir avoir leur mot à dire. Parce que c'est un peu un projet où il va y avoir des genres de codes d'entrée, des clés. Une clé pour justement avoir accès à des documents généraux,
Une autre clé qui a rapport à une communauté où ce que l'information est un petit peu plus touchée pour telle ou telle raison, ou pour la nation que c'est... En tout cas, il y a beaucoup de technicalité là-dedans que nous sommes en train de regarder en ce moment. Mais le travail est amorcé, puis elle va bien. Le besoin il est là. Je suis allé dans les communautés, puis je leur ai dit, vous devriez numériser toutes vos affaires. Pour être sûr de les conserver. C'est ça. Ouais. Puis les communautés sont tellement débordées parce que premièrement, moi, je trouve que ce n'est pas des grosses communautés comme si tu prendrais une ville ou une cité. Où ce que les mêmes responsabilités dans les mêmes secteurs, éducation, le territoire, puis tout ça, la culture, sont là, mais qui n'ont pas assez de main-d'œuvre pour pouvoir gérer tout ça en même temps. Donc, l'idée encore d'avoir cette plateforme-là centralisée, parce que ça va leur donner un souffle, ils vont juste pouvoir le déposer là-dedans, eux aussi. La recherche dans les musées, elle a été entamée quand même par les musées. Oui, il y a combien d'objets, à peu près, j'en sais rien, qui ont... disons qu'on a commencé à en rentrer dans la plateforme. Parce qu'il y a beaucoup de collections. Les musées, c'est habituellement des collections d'individus ou d'organismes ou encore d'institutions. Pour l'instant, c'est surtout la numérisation des objets. Là. Ça serait il y aurait des photos ou ça serait numérisé 3D? Ça, c'est des choses qu'on est encore en train de réfléchir, puis de discuter avec les intervenants, comme les musées puis les organismes. Tout ça. C'est vrai qu'on préférerait avoir du matériel de type, comme on dit en jargon, au lieu d'avoir du JPEG, là, parce que c'est plus précis, c'est plus c'est meilleure qualité, tout ça. Mais en tout cas, ce sont des choses qu'on exporte en ce moment-là. Pour commencer, je vais te proposer de te présenter. Je m'appelle Audrey Desrochers, je suis la nouvelle coordonnatrice du réseau muséal de l'Abitibi-Témiscamingue. Avant ça, j'occupais le poste d'adjointe à la coordination depuis presque 1 an, mais là, depuis justement le début du mois de janvier, je suis la coordonnatrice du réseau muséal. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est le RMAT? Le réseau muséal existe depuis 2008, en fait, même si c'est pas encore connu de la plupart des gens. Donc, la mission du réseau muséal, c'est en fait de faire un partage d'expertise, de dynamiser le réseau avec des actions concertées, de créer une force de représentation et aussi de diffuser et promouvoir le produit muséal régional. Ça regroupe 23 institutions depuis l'automne, puisque depuis l'automne, on a 2 nouveaux membres, donc la collection Claude Morin et la collection Joseph Bérubé. Puis souvent, les gens sont étonnés. « Wow, 23 institutions muséales! » Et oui, on en a autant en Abitibi-Témiscamingue. Je peux vous nommer, par exemple, la Corporation de la Maison du Moulon, le Dispensaire de la Garde, le Musée d'art à Rouyn-Noranda, la Cité de l'art, le Musée minéralogique à Malartic. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Il peut en avoir des nouvelles qui voient le jour, mais pour l'instant, je crois que ça va rester encore assez stable pour au moins l'année qui s'en vient. Tu m'en as cité des exemples qui montrent que ça regroupe quand même des institutions qui ont des thématiques très variées. C'est quoi en fait l'avantage de faire partie du réseau muséal? L'avantage, je dirais que c'est l'entraide et le partage des ressources, autant le partage des ressources humaines que des ressources matérielles, puisqu'il y a beaucoup de musées qui sont seulement un employé à temps plein. Donc si on n'a pas les ressources, au moins on se dit qu'à l'intérieur du réseau, il va y avoir quelqu'un qui va avoir l'expertise ou la solution à notre problématique. Dans cette capsule, on s'intéresse en particulier au numérique. Et je sais que le RMAT va lancer au printemps une base de données qui va permettre aux institutions muséales de référencer, documenter et de gérer leurs collections. Est-ce que tu peux me présenter cette base de données?
En fait, c'est une application web qui s'appelle Omeka. Donc, c'est un logiciel libre de gestion de bibliothèques numériques qui permet aux institutions de documenter et de diffuser aussi en ligne leur collection. Donc, ça va faire en sorte, cette base de données-là, de rendre les collections de toutes les institutions muséales de l'Abitibi-Témiscamingue accessibles au grand public. Puis l'avantage avec ce logiciel-là, c'est qu'il est vraiment axé vers les utilisateurs, donc il est facile d'accès, c'est personnalisable. Puis quand je dis facile d'accès, c'est que le logiciel va être greffé au site web du réseau muséal. Donc, ça va être facile à trouver aussi en ligne. Donc, en allant sur le site web du réseau muséal, on va pouvoir avoir une page où est-ce qu'il va être indiqué les différentes collections, puis on va juste avoir à cliquer, par exemple, sur la collection de la Corporation du Mulon pour voir les objets qu'ils ont dans leur collection. Puis les informations qu'on va retrouver, en fait, ça va être une description des objets et des œuvres d'art, leur dimension, le type de matériaux, depuis quand ils sont dans la collection, en quelle année ça a été créé. Donc, toutes sortes d'informations concernant les artefacts et les œuvres d'art, en fait. J'imagine que les données, elles ne sont pas encore toutes rentrées dans cette nouvelle base de données parce que c'est un travail qui prend énormément de temps. Vous en êtes où, justement, dans l'avancement? Je dirais qu'on est à la phase 1 de diffusion des collections. Pour l'instant, ça va seulement être des échantillons des collections de chaque institution muséale qui vont être mises en ligne. Il faut que d'abord que les collections soient documentées et c'est pas le cas partout. Il y a certaines parties qui sont documentées, mais pas l'ensemble des collections. Puis il y en a d'autres collections qui sont documentées sur le logiciel de gestion des collections que plusieurs institutions muséales au réseau muséal utilisent, donc qui s'appelle Ultima. Donc, c'est assez complexe parce qu'il y en a qui se retrouvent des collections sur le logiciel Ultima, mais il y en a d'autres qui sont documentées dans Excel, puis il y en a d'autres qui ne sont pas documentées. Donc, il faut vraiment uniformiser ça. Puis, ça va être un travail justement sur le long terme. Il faut aussi trouver du financement pour financer la deuxième phase de diffusion des collections, mais l'objectif final, c'est vraiment que l'ensemble des collections des musées de l'Abitibi-Témiscamingue se retrouvent sur Omeka. Omeka va pouvoir faire en sorte de rendre les collections accessibles au public, puis ça va vraiment créer, je crois, un sentiment d'appartenance. Les gens vont pouvoir voir les trésors qui sont gardés dans les institutions muséales de la région. Ils vont pouvoir un peu plus avoir à cœur peut-être leur conservation et voir les défis que rencontrent les institutions muséales en région. Est-ce que tu penses que ça peut aussi amener des visiteurs dans les musées qui venaient pas forcément? Parce que des fois, on ne sait même pas qu'il y a un musée dans notre ville ou on ne sait pas trop ce qu'ils proposent. Donc là, de pouvoir à l'avance un peu regarder quel type de collection on peut y retrouver, des fois, ça motive les gens à aller sur place après. Oui, je crois que ça va vraiment avoir cet effet-là. Puis aussi, ça va peut-être justement piquer la curiosité des gens de voir en ligne. Mais je voudrais le voir en personne. Donc, les gens, ils vont être plus poussés, je crois, à aller visiter les musées. Puis je crois aussi que ça va permettre aux chercheurs, s'il y a des chercheurs, par exemple, qui veulent faire, je sais pas, des mémoires de maîtrise sur la DRAV, une thématique semblable, ils vont pouvoir avoir accès, même s'ils ne sont pas en région, s'ils sont dans les grands centres, ils vont pouvoir avoir accès aux collections, puis ça va faciliter leur recherche. Donc, ça va vraiment être bénéfique de ce côté-là aussi. Et est-ce que ça serait possible que ces données-là soient ensuite mises sur une autre base de données qui regroupe, je sais pas moi, tous les musées du Canada? Mais ça va être plus facile si on veut les mettre en ligne sur il y a des sites et des bases de données qui existent comme le RCIP, que ça permet déjà cet usage-là. Mais le fait de faire le travail pour le mettre sur Omeka, ensuite, c'est beaucoup plus facile de le transférer parce que ça va déjà être uniforme, bien fait, pas d'erreur, pas de doublon. Ça va être vraiment plus facile après de les mettre en ligne sur ce genre de site-là ou de base de données-là en ligne. Et est-ce que vous avez d'autres projets avec le réseau muséal? Oui, en fait, on a un projet en ce moment pour rendre les institutions muséales plus accessibles aux familles. Donc, il y a beaucoup d'animations familiales qui sont créées dans les différents musées de la région et dans les centres d'exposition. On continue aussi de développer notre application Muséo Famille qu'on a lancée l'été dernier, qui permettait en fait aux familles et en fait à la population en général de découvrir le réseau des musées ici en Abitibi-Témiscamingue.